Bienvenue à Grenoble. Ici, derrière une porte un peu discrète, se cache un lieu unique en France, Aconit. Derrière ce nom un peu mystérieux, Association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique, il y a une idée toute simple, garder vivante la mémoire de l'informatique. L'aventure a commencé en 1985. À l'époque, certains visionnaires, chercheurs, enseignants, ingénieurs, ont compris que les ordinateurs qui avaient bouleversé la recherche, l'industrie et même nos écoles risquaient tout simplement de disparaître. À Grenoble, un homme a particulièrement joué un rôle clé, Jean Kunstmann. Avec ses collègues, il voyait déjà l'importance du calcul numérique et de ces nouvelles machines. 40 ans plus tard, en 2025, Aconit, c'est plus de 2000 ordinateurs, des calculateurs mécaniques aux super mini-ordinateurs, des micros de salon aux géants de laboratoire. Des machines parfois énormes, parfois minuscules, mais qui ont toute une histoire à raconter. Et si on s'y intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement par nostalgie, c'est parce que ces machines nous rappellent comment le numérique s'est construit et pourquoi il influence encore notre quotidien. On commence la visite avec ce qui a marqué toute une génération, les micros familiaux. Voici le Commodore 64, l'ordinateur personnel le plus vendu de tous les temps, installé dans des millions de foyers à travers le monde. Juste à côté, l'Atari ST et l'Amiga, des machines devenues les favorites des musiciens et des graphistes, on pouvait déjà composer, dessiner, créer bien avant l'ère des applis modernes. Et puis, impossible de passer à côté de l'Apple IIe et IIc. Ces modèles ont propulsé Apple sur la scène internationale. Sans eux, la marque à la pomme n'aurait peut-être jamais connu le destin qu'on lui connaît aujourd'hui. Enfin, pour les curieux et les nostalgiques, il y a aussi l'Oric, un ordinateur anglais moins connu que ses pairs qui démontre la diversité des micros familiaux dans les années 80. Ici, on tombe sur un vrai morceau de mémoire collective, le fameux nanoréseau. Le principe, un ordinateur Goupil servait de maître et plusieurs Thomson et Mo5 jouaient le rôle d'élèves, tous reliés entre eux dans la même salle de classe. Dans les années 80, c'était une petite révolution. L'informatique faisait son entrée à l'école primaire française. On monte en puissance avec les mini-ordinateurs, ces machines de laboratoire et d'entreprise. Les mythiques DEC PDP-8, PDP-9, PDP-10 et PDP-11, des monstres de polyvalence qui ont fait tourner des systèmes industriels, des universités, des centres de recherche. À côté, plus rare en France, un Telefunken TR4, témoin de l'ingénierie allemande des années 60. L'IBM System 38, précurseur de la S400 qui a équipé des milliers d'entreprises. Et toute la famille des HP 1000, 3000 et 9000, plateforme de choix pour l'industrie, la recherche et l'ingénierie. Chaque machine raconte une époque où l'informatique occupait des pièces entières et demandait une équipe complète pour tourner. Voici une pièce mythique, le Bull Gamma 3. À première vue, c'est une grande armoire grise pleine de voyants. Mais en réalité, c'est l'un des tout premiers calculateurs électroniques français né au milieu des années 1950. Ce Gamma 3 a une histoire très particulière avec Grenoble. C'est grâce à lui que Jean Kunstmann, mathématicien visionnaire, a pu transformer le calcul théorique en véritable informatique scientifique. Ses travaux et ceux de son équipe ont posé les bases de tout un champ de recherche en France. La machine servait aussi bien à résoudre des équations complexes qu'à soutenir l'industrie. Autour d'elle s'est créé un véritable écosystème de chercheurs, d'ingénieurs et d'étudiants en lien direct avec Bull et d'autres pionniers. Aujourd'hui, le Gamma 3 est classé monument historique. C'est un symbole, celui d'une époque où la France affirmait son indépendance technologique. Et sans lui, l'aventure numérique française n'aurait sans doute pas pris son essor aussi rapidement. Plus près de nous, les stations Next nées de la vision de Steve Jobs après Apple. Et surtout, ce joyau pour les connaisseurs, un DEC 3000 AXP VMS Cluster. Dans les années 90, c'était le NEC plus ultra en fiabilité. Plusieurs machines travaillant ensemble, tolérance aux pannes, multitâches avancées. Beaucoup d'ingénieurs s'en souviennent encore avec nostalgie. Et là, on remonte encore plus loin dans le temps, le SEAEMEP2 de 1951, un calculateur analogique classé monument historique. Avant les 0 et les 1, on calculait avec des tensions électriques continues, des oscillations, des réglages manuels. C'est l'une des toutes premières machines de calcul scientifique en France. Autour, toute une collection de machines Bull et calculatrices HP mécaniques ou électromécaniques, témoins d'un temps où le calcul se faisait à la manivelle ou à coups de relais.
Donc ici, on a un nanoréseau. C'est un réseau informatique créé pour les écoles au milieu des années 80. Donc à cette période, on est en pleine révolution micro-informatique. Et les pouvoirs publics ont compris qu'il fallait que les enfants s'approprient cet outil. Donc en fait, ils ont créé le plan informatique pour tous, qui a été financé et qui a permis d'acheter 120 000 ordinateurs qui ont été répartis dans les écoles. Donc entre les collèges et les écoles primaires. Alors les collèges et les grandes écoles primaires avaient des nanoréseaux, ce qu'on voit ici. Et les petites écoles avaient simplement un ordinateur familial avec une imprimante, quelque chose de plus simple. Donc ici, on a un nanoréseau composé, c'est un mini nanoréseau parce qu'on a mis que 3 ordinateurs en réseau. Il est composé d'un goupil 3 PC, quand il y avait 30 000 francs à l'époque, alors qu'un ordinateur familial comme le MO5 coûtait entre 2 000 et 3 000 francs, donc il y a un facteur x10 entre les deux. Ils n'ont pas du tout les mêmes capacités en mémoire. La tête de réseau a des lecteurs de disquettes, ce que n'a pas l'ordinateur familial. Il a beaucoup plus de mémoire. Lui, il avait 256 kilooctets, ce qui était beaucoup à l'époque. Lui a quelques kilooctets. Donc en fait, l'avantage d'une mise en réseau, c'est en fait que les petits ordinateurs familiaux sont augmentés grâce à l'ordinateur professionnel qui est au centre du réseau et qui est lui le poste du professeur. Donc on a le poste du professeur et le poste des élèves. Voilà. Alors je vais faire une petite démo du nanoréseau, mais avant ça, en fait, je veux juste montrer que ces ordinateurs familiaux, ils étaient totalement autonomes aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait les avoir à la maison. Alors peu de personnes à l'époque les avaient parce que les gens ne connaissaient pas encore cet outil informatique. Alors les professeurs peut-être en achetaient, mais pour la plupart des gens, en fait, c'était quand même encore... l'informatique était encore inconnue et très chère. Voilà. Donc même des petits ordinateurs familiaux, ils n'étaient pas forcément très répandus. Ça s'est développé au cours des années 80. Mais là, on est vraiment en 1985. Donc on est, je dirais, dans le début de l'informatique grand public, on va dire. Voilà. Donc cet ordinateur-là, il est configuré en nanoréseau, mais je vais tout débrancher et je vais juste le lancer tout seul. Donc, voilà, donc là, je vais mettre cet ordinateur en configuration familiale. Donc en fait, en configuration familiale, on a juste un ordinateur qu'on connecte à une télé et on a quelque chose qui est, je dirais, étonnamment moderne maintenant parce qu'avec les smartphones, on utilise le doigt, mais à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle un crayon optique. Et donc ça parle même aux plus jeunes en fait, alors que c'est quelque chose qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Et donc en fait, à l'époque, on pouvait utiliser généralement c'était soit des cassettes, soit quelque chose de plus rapide, c'était les cartouches. Voilà, donc là on met une cartouche dans le MO5, on le lance, et c'est vraiment instantané la cartouche, tout le programme est en mémoire. Et là, avec le crayon optique, bon ça c'est un logiciel de dessin, et donc en fait on pouvait venir dessiner, hop, voilà, on peut changer la couleur, on peut dessiner des formes et demander de les remplir. Voilà. On sort, par exemple, je veux remplir le cercle avec du magenta, voilà. Donc voilà, on avait tout un tas d'applications en fait qui pouvaient être utilisées à la maison, juste avec une télé. Voilà. Là, on va se remettre en configuration nanoréseau, plus dans l'optique d'utiliser des applications éducatives. Voilà, donc je vais l'arrêter. Alors pour le nanoréseau, voilà, donc là, je vais le remettre en configuration nanoréseau. Donc ce dont on a besoin pour le nanoréseau, c'est un contrôleur nanoréseau qui va le connecter en fait au reste du réseau, donc qui se met sur l'arrière. Si j'arrive à le faire. Voilà. Et aussi, on a besoin d'une mémoire supplémentaire. Donc là, on a une mémoire de 64 kilooctets. Parce qu'en fait, le nanoréseau, quand on va charger des programmes sur cet ordinateur familial, on va les charger directement dans cette mémoire supplémentaire. Voilà. Donc on avait juste besoin de ces deux éléments. Et à partir de là, on peut lancer le nanoréseau. Alors pour le lancer, on doit commencer par la tête de réseau. Donc je vais allumer le goupil. Alors on l'appelle, pendant que ça boot, on l'appelle goupil PC, mais c'est pas ce qu'on appelle un
il tourne sous DOS, hein, comme les PC, mais c'est pas ce qu'on appelle un compatible PC. Au niveau de l'électronique à l'intérieur, il est différent. Donc, quand on voulait faire tourner des programmes qui tournaient sur un IBM PC sur le Goupil, ça arrivait souvent que ça ne marche pas, en fait. Hein. Mais voilà, c'est une évolution du Goupil 3 pour se rapprocher du PC et pour être adapté au plan informatique pour tous. Donc là, contrairement à un PC, on boot sur ce qu'on appelle le moniteur, sur un Goupil 3. Et on peut faire des choses, on peut aller regarder la mémoire, ce genre de choses, mais nous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, c'est lancer le programme du nanoréseau. Donc en fait, on a une disquette, donc là on utilise une copie, mais le nanoréseau, en fait, était livré avec des ateliers. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est un atelier, ce qu'on appelle l'atelier école primaire. Donc c'est un ensemble de logiciels qui étaient livrés avec le nanoréseau et qui permettaient aux professeurs formés pour ça d'avoir des logiciels éducatifs. Donc, on a un ensemble de disquettes avec le logiciel avec DOS pour l'ordinateur professionnel et un ensemble de logiciels qu'on va aussi charger sur cet ordinateur, mais qui sont plutôt dédiés pour l'ordinateur familial. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas les disquettes originales, on utilise des copies qu'on a faites, mais c'est le même contenu. Et cet atelier était livré, donc là j'ai mis quelques post-it, mais avec de la documentation qui explique en fait chaque logiciel éducatif, quel était le but, quelle est la cible au niveau des élèves, ce genre de choses. Donc on regardera tout à l'heure 2 programmes en particulier. Voilà. Donc là on va booter sous DOS et automatiquement ça va lancer le logiciel de gestion du nanoréseau. Et oui, il faut que je mette les disquettes. Il va pas être content. Voilà. Donc ce sont des disquettes qu'on appelle les disquettes souples, hein, qui peuvent se tordre. Voilà. Donc là, on arrive sous DOS, on a booté, et maintenant on va lancer le NR3, le nanoréseau. Donc ce n'est pas instantané, hein, il faut être patient. Mais c'est beaucoup plus rapide qu'une cassette, par exemple, une cassette à charger. Voilà, donc là on arrive dans le programme du professeur, donc c'est le programme de gestion du nanoréseau. Pour l'instant, on ne va rien faire ici, on va juste démarrer les ordinateurs familiaux, et automatiquement, on voit que quand on en allume un, automatiquement, il va charger des choses sur les disquettes. Voilà. Et donc on peut allumer le deuxième aussi. Hop. Et c'est pareil. Il détecte automatiquement qu'il est sur un nanoréseau et va charger ce qu'il faut. En fait, il va charger la liste des programmes disponibles sur la disquette. Alors à partir de là, on peut rester là peut-être. À partir de là, l'élève peut de lui-même décider de démarrer un programme en particulier. Mais en réalité, le professeur pouvait le contrôler aussi, ça. C'est-à-dire qu'en fait, le professeur pouvait, sur un certain poste élève, envoyer une application, sur un autre poste élève, en envoyer une autre. Donc, s'adapter à l'élève. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, il y a différents types d'applications. C'est du scolaire, donc il y a du français, il y a des maths, il y a des sciences naturelles ou ce genre de choses. Alors, sur la disquette qu'on a ici, on a plutôt des maths. Et c'est un peu plus ludique que le français, donc on va partir là-dessus. Donc en fait, on peut regarder ce qui est disponible sur la disquette. Il y a un certain nombre d'applications, et par exemple, ces applications table.bas, c'est une application qu'on va retrouver ici. Donc là, alors je vais mettre mes lunettes. Voilà, donc là, ici, on a une table d'opération, on a une fiche pédagogique qui explique un peu l'objectif, quelle est la cible. Donc là, on a des CP, CE1, CE2, et la fiche opératoire, donc comment l'utiliser. Donc là, par exemple, si on a une classe où on veut envoyer à tous les élèves de la classe cette application table d'opération, et ben en fait, on va la diffuser. Le professeur va la diffuser grâce au nanoréseau. Donc là, on va sur diffusion. On va envoyer, je vais revenir en arrière, on va envoyer sur tous les postes, par exemple. On veut faire ce qu'on appelle un broadcast en anglais, d'un programme. Ce programme est sur la disquette B.
et il s'appelle table. Et là, tout le système nanoréseau va charger l'application de la disquette dans la mémoire de cet ordinateur et va l'envoyer vers les ordinateurs familiaux. Et là, on peut voir sur tous les ordinateurs qui sont sur le réseau, cette application a été lancée. Voilà. Et donc, c'est des applications... bon là, ça s'adresse à des petits-enfants, mais en fait, c'est assez ludique parce qu'il y a à la fois du son, de la couleur, mais le but aussi, c'est de faire des exercices. Et donc, par exemple, on a différents niveaux. Là, on va faire des choses simples, hein, des additions faciles. Donc, pour la plupart des enfants, je pense qu'à cette époque, c'était le premier contact avec un ordinateur. Ils n'en avaient pas eu à la maison. Et donc là, on choisit, par exemple, voilà, bon, c'est des tables d'addition. Donc, si on fait une erreur, par exemple 16, là, 8 plus 9, et ben l'écureuil, il n'a pas sa noisette pour survivre l'hiver. Donc, il faut l'aider. Donc, il faut avoir le bon résultat. Et là, on est content. Donc, on met sa noisette dans le stock et on continue. Voilà. Et donc, tous les élèves pouvaient travailler à leur vitesse dans la classe. Après, pour terminer la démo, je vais juste montrer, par exemple, on pouvait sélectionner aussi, c'est-à-dire s'il y a un élève qui était peut-être plus avancé que les autres, ou qui devait travailler sur d'autres sujets, on peut aussi envoyer d'autres applications sur des postes particuliers. Donc là, par exemple, il y a une autre application qui s'appelle la division, qui est, je trouve, assez sympa, parce qu'elle est assez visuelle aussi, et qui s'appelle Divs. Donc en fait, je vais envoyer, par exemple, ici c'est le poste 1, là-bas c'est le poste 2. Ben, je vais laisser les tables sur le poste 2 et je vais envoyer la division sur le poste 1. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller dans diffusion. Là, je vais pas envoyer vers tous les postes comme tout à l'heure, je vais envoyer sur un poste particulier. Alors celui-là, il y a des petits interrupteurs derrière, donc il a été identifié comme le 1. Et là, j'ai envoyé un programme qui s'appelle divise plutôt. Et voilà. Donc là, on a gardé les tables d'addition et de multiplication sur l'autre. Et là, on a un nouveau programme qui est, je trouve, assez bien fait aussi. Et celui-là, contrairement à l'autre, il se joue, entre guillemets, il se travaille, il se joue, parce que ça reste un jeu, en fait, hein. Il se joue au crayon optique. Et par exemple, on va faire des choses simples, hein, des divisions de premier niveau. Voilà, donc c'est assez visuel, c'est assez sympa. Je trouve qu'ils ont fait quand même un effort pour rendre les exercices intéressant pour les enfants. Donc là, en fait, globalement, on a un réservoir d'eau. Et donc, il faut qu'on le divise en 3. Donc, en fait, on a les différents coefficients multiplicateurs, x1, x10, x100. Et donc là, par exemple, 470 est plus grand que 3 x 100, donc je vais pouvoir remplir un camion. Donc, je vide mon réservoir d'eau et j'ai un camion qui, lui, vaut 100. Voilà. Et ensuite, il me reste 170. Et bien, 170, il va falloir que je fasse 10 7 fois. Et comme ça, on décompose une division. C'est visuel, c'est sonore, c'est coloré. Donc, c'est amusant, en fait. Voilà. Et en fait, on a remarqué que pour ces démonstrations qu'on fait à l'Aconit régulièrement lorsqu'on a des visites, en fait, les enfants, même le week-end, en fait, ils s'amusent bien à faire ces exercices-là. Et le nanoréseau, même si en fait le plan informatique pour tous a été considéré à la fin des années 80 comme un échec, mais en fait je pense que ça a quand même permis à beaucoup d'enfants de toucher des ordinateurs. Donc je pense que c'est pas vraiment, ça a peut-être été un échec vu les objectifs qu'ils s'étaient donnés au niveau éducatif. Mais en fait ça a laissé des ordinateurs dans les écoles, ça a permis à plein d'enfants de toucher à des ordinateurs, de se l'appréhender, peut-être de devenir informaticien après. Et donc, je pense que sur beaucoup d'aspects, ça a quand même été un succès. Alors, l'échec, ça a été que, principalement, ils ont eu du mal à former les professeurs parce qu'il y a eu une décision politique, je crois, au printemps,
Et ils voulaient vraiment tout déployer au mois de septembre à la rentrée d'après, à une époque où peut-être quelques professeurs de techno ou des professeurs de maths connaissaient déjà cet outil. Donc je pense qu'il y a eu un gros problème de formation. Mais ça a amené ce matériel dans les écoles. Dans certaines écoles, ça n'a jamais été déployé. Mais dans d'autres, ça a été déployé. Et on a des visiteurs, en fait, qui viennent nous dire « Oui, j'ai connu ça. Le Goupil me parle. » En fait, il y a eu un appel d'offres pour les ordinateurs, pour les têtes de réseau en particulier. Et les deux principaux, en fait, qu'on a vus dans les écoles, c'est le Goupil 3PC, que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais qui était quand même assez répandu à l'époque, et le Bull Micral 30. Voilà, c'est les deux ordinateurs qui ont été le plus vus dans les écoles. Et en ordinateur familial, c'était surtout des MO5. Il y avait aussi des TO7 qu'on pouvait mettre en réseau. Mais c'est le MO5 qui a été principalement utilisé. Voilà, donc en fait, on a remis en route ce nanoréseau il y a quelques mois. Donc c'est quelque chose qu'on trouve très sympa pour les visiteurs. Ça attire pas mal de monde. Et donc le but prochain, ça sera de... On a aussi un Bull Micral 30 avec une carte nanoréseau. Donc la prochaine étape, c'est d'avoir une autre tête de réseau, un autre type d'ordinateur, et éventuellement d'étendre le réseau et de faire des nouvelles applications pour s'amuser en fait. Voilà. Ok, donc maintenant on va parler de cette machine-là. Donc il s'appelle le PDP-11, c'est un mini-ordinateur des années 70. Donc un mini-ordinateur, c'est un mot qu'on utilisait à cette époque-là pour parler d'un ordinateur qui n'avait pas de microprocesseur. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais à cette époque-là, le processeur, donc l'organe central qui fait les calculs, c'était une grosse carte avec plein de puces dessus. Donc comme on peut le voir si on regarde au-dessus. Là, je vais enlever le capot. Donc on voit que la machine est remplie de cartes et le processeur, en fait, c'est nos cartes qui sont ici. Donc là, je peux enlever celle-là sans faire de mal. Donc là, on peut voir une carte à quoi elle ressemble. Donc c'est plein de petites puces qui sont partout et tout cet ensemble de puces fait notre processeur et l'équivalent qu'on aurait aujourd'hui, ça serait juste une seule de ces puces. Donc on peut comme ça voir l'évolution de l'intégration avec le temps. Donc, je vais remettre ça ici, hop, on remet le capot. Donc le PDP-11, il est particulier parce que c'est un des ordinateurs qui a eu le plus de succès. Le premier modèle a été introduit en 1970 et le dernier modèle qui a été vendu datait de 1990. Et c'est une période où on a eu beaucoup d'évolutions, c'est-à-dire que le tout premier qui est sorti, il était comme celui-ci, donc peu intégré avec plein de petites puces partout. Et il a vécu l'évolution de l'intégration et le tout dernier, on avait un vrai microprocesseur à l'intérieur. Donc la même gamme d'ordinateurs a connu une évolution incroyable. Donc maintenant, on va faire une petite démonstration. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a quelque chose qu'on n'a plus sur les ordinateurs d'aujourd'hui. On a un petit écran avec plein de chiffres et un petit clavier. Donc ce clavier, il est un peu particulier parce qu'on peut voir, on a des nombres, mais ça s'arrête à 7. On n'a pas eu les chiffres 8 et 9. C'est parce que ce clavier, il permet d'entrer des nombres, ce qu'on appelle en octal. C'est-à-dire qu'on ne compte pas en décimales, c'est-à-dire de 0 à 9. On s'arrête à 7 et quand on arrive à 7, on fait plus une dizaine, l'équivalent d'une dizaine. Et donc ce clavier, à l'époque, c'était l'interface de débogage. Et ici, je vais vous montrer une petite démonstration. Comment on fait pour programmer un ordinateur de 1970 uniquement avec des nombres. Donc un ordinateur moderne marche de la même façon, mais évidemment tout est caché et tout est automatique. Donc mon petit programme, on voit, il est noté sur un petit papier. Donc je vais rentrer ces chiffres et on va voir ce qui se passe.
Donc là, ça y est, j'ai rentré mon programme. Et donc, on peut voir ce que j'ai rentré donc en tapant une adresse. Donc ça, c'est l'endroit dans la mémoire de l'ordinateur où j'ai rentré mon programme. Donc là, j'ai mis l'adresse 1000. Et je peux maintenant examiner le contenu de la mémoire en faisant cette commande-là. Et comme ça, je peux vérifier que j'ai bien rentré ce qu'il fallait. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut démarrer notre ordinateur en rentrant l'adresse de départ. Et on tape Start. Et donc, ce petit programme, en fait, il nous permet d'entrer un code ici. Donc là, par exemple, j'ai rentré la code 101. J'appuie sur ce bouton. Et sur l'écran, ici, on a un A qui apparaît. Et donc maintenant, si je vais taper par exemple le code 102, hop, ça devient un B. Et si je tape 103, ça devient un C, et ainsi de suite. Et donc ça, ce code-là, ça correspond à l'encodage des caractères qui est encore utilisé aujourd'hui, qui s'appelle l'ASCII. Alors donc là, on a un jeu que sûrement vous connaissez tous. Ce jeu, il a un lien avec le PDP-11. Donc vous avez reconnu sur l'écran, il s'agit de Tetris. En fait, le jeu, il a été créé par un Russe qui s'appelle Alexei Pajitnov dans les années 80, alors qu'il travaillait à l'Académie des sciences de Moscou. Donc il a développé ce jeu un peu sur son passe-temps, sur son temps libre. Et ce jeu, il l'a créé sur un ordinateur russe donc, qui s'appelle l'Electronica 60. Et la particularité de cet ordinateur, c'est que c'était une copie, c'était un clone, mais pas autorisé, du PDP-11. Parce que donc, les soviétiques, à cette époque-là, ils avaient créé une stratégie sur l'informatique de copier les Américains. Donc il y a plein de copies de machines américaines en Russie à cette époque-là. Et donc, comme il a créé le jeu sur une copie du PDP-11, et que j'ai un vrai PDP-11 qui marche, et ben je suis capable de faire tourner le vrai jeu original de Tetris tel qu'il a été créé la première fois. Donc on peut même voir que il affiche des sortes de caractères bizarres. On pourrait croire qu'il y a un problème, mais en fait non, c'est que comme le jeu est russe à la base, il doit s'afficher en russe. Et que cet appareil-là qu'on voit là, qui s'appelle un VT220, c'est un terminal. Donc c'est pas un écran comme on a aujourd'hui. Un terminal, il ne reçoit que du texte, il ne reçoit pas un signal vidéo. Et comme à cette époque-là, la taille des caractères qu'on peut afficher est limitée, donc celui-là c'est un modèle on va dire européen, américain, donc il n'affiche que l'alphabet latin normal, il ne sait pas afficher l'alphabet cyrillique. Donc c'est pour ça qu'on a ces caractères bizarres. Ça correspond normalement à des caractères cyrilliques. Mais on peut quand même lancer le jeu. Donc là, hop, c'est parti. Hop, c'est perdu. Donc là, on peut rentrer son nom. Et voilà.
Voici derrière moi, c'est un VMS cluster. VMS, un système d'exploitation fait par Digital Equipment Corporation, un fabricant d'ordinateurs américain très connu à partir des années 70 avec le célèbre PDP-11 et ensuite la gamme VAX, V-A-X, avec un processeur 32 bits. Fin des années 80, DEC a créé le premier processeur sur 64 bits. Aujourd'hui, tous nos PC, des serveurs, même votre téléphone portable repose sur un processeur 64 bits. On a de moins en moins des processeurs en 32 bits. Mais début des années 90, c'était vraiment une innovation de rupture pour DEC. Et DEC a nommé cette gamme processeur le Alpha Chip. Donc le DEC Alpha était le premier machine doté d'un processeur 64 bits. Et là, derrière moi, nous avons un petit VMS cluster. Donc VMS, c'est le système d'exploitation qui était propriétaire à DEC, qui était en premier développé pour la gamme VAX. Ensuite, a été porté de 32 bits à 64 bits pour tourner sur l'architecture Alpha. Ces deux machines sont les vestiges d'un cluster qui était plus large, qui est utilisé à quelques kilomètres d'ici au CNRS. Maintenant, on va mettre le nom utilisateur, c'est le nom utilisateur System. On appuie sur OK. Et voici un bureau assez austère, mais beaucoup de chercheurs, ingénieurs, plein de monde dans les centres de calcul et traitement informatique qu'ils ont commencé leur carrière dans le début et milieu des années 90 ont probablement vu ce bureau. Et là, on est en un poste de travail OpenVMS 7.1. C'était pas très courant dans le milieu des années 90 d'avoir des postes de travail en OpenVMS dans le développement du marché télécom et Internet. C'était plutôt des postes de travail Unix que VMS. Mais nous avons un environnement très proche d'un environnement Unix avec un bureau graphique, un IHM graphique de l'époque. Le fameux Netscape Navigator 2.0 qui date de 1996. Et lorsque moi je travaillais en fait avec l'Internet en 95, 96, 97, nous avons tous utilisé Netscape Navigator. C'était le browser le plus connu, le plus célèbre et le plus fonctionnel. Aujourd'hui, en 2025, nous avons plus l'habitude de soit utiliser Google Chrome ou Firefox comme navigateur. Firefox, il est descendu de code source Netscape Navigator. Netscape Navigator, lorsque l'entreprise Netscape Communication Corporation a coulé après le crash du 2001, Netscape Navigator a eu mal et ils ont fermé en fait l'activité. Le code source du navigateur Netscape a été donné à une fondation qui s'appelle Mozilla Foundation. Et Mozilla, il a commencé à créer un navigateur, s'appelait à l'époque Mozilla. Et Mozilla ensuite est devenu Firefox. On ne peut pas facilement voir des sites Internet d'aujourd'hui. Parce que la plupart de nos sites web
utilise JavaScript et HTML5 pour présenter les sites. Donc un site comme un réseau social, genre LinkedIn, Facebook, même un moteur de recherche Google, on a du mal à visualiser ces sites. Si on tente de charger le site, ils vont probablement crasher le navigateur. Donc, il faut revenir en arrière et voir des sites, et il y a encore quelques sites qui existent, qui sont les sites d'époque des années 90. Moi, j'ai bookmarké quelques sites et on a, par exemple, le centre de calcul, le IN2P3. Ce site-là, c'est le premier site français. D'autres sites comme theoldnet.com, et theoldnet.com, il est sympa parce que c'était adapté c'est des adaptations des sites internet plus récentes qu'on peut accéder en utilisant un moteur archive.org. Et j'ai un de mes sites de l'époque que j'ai édité en 1996 en Afrique du Sud pour un festival des beaux-arts et du théâtre et des spectacles. Ça s'appelle le Maritzburg Arts Festival. Donc ça, c'est la ville de Pietermaritzburg où j'ai habité il y a 30 ans. Et voici le site de Maritzburg Arts Festival 1976. Et on a créé ce site pour présenter l'agenda des spectacles et les événements. Et aussi, avec mon épouse, nous avons en fait créé le premier cybercafé dans la ville de Pietermaritzburg. Et on a opéré ce cybercafé pendant le festival. Si on clique sur le cybercafé, on a quelques infos. Et là, c'est un vrai site. En fait, c'est une copie de le site d'époque. Parce que malheureusement, j'ai perdu le nombre de domaines. Et je héberge sur un autre serveur. Mais c'est hébergé. En fait, ce site, il est hébergé dans la région parisienne chez Scaleway. Ça tourne sur un vrai serveur web, un vrai Nginx, donc c'est un serveur web moderne. C'est juste que le HTML, les images et tout le formatage et la présentation des pages web, c'est de l'époque. Rien n'a été retouché. C'est juste on a transféré lorsque j'ai perdu le nom de domaine pmbarts.org.za, j'ai dû basculer à un autre nom de domaine. Mais on a les mêmes images, le même formatage et ce site a été conçu et développé pour Netscape 2.0. Et on a toute une explication sur ce cybercafé et j'ai même retrouvé en fait une petite photo de moi-même et mon épouse. Et là, on est devant un poste de travail quasiment identique de ce poste de travail. Et cette photo-là, elle est prise en 1996. Ce n'est pas tous les jours qu'on passe que par la ligne de commande, mais cette fois-ci, je basculais au serveur, donc le DEC 3000 AXP, avec son petite console, donc on appelle ça un terminal. Et c'est un terminal qui était fabriqué par Digital Equipment Corporation. Le modèle, c'est le VT320. Sur OpenVMS, c'est un sous-commande. C'est une commande qui existe dans le sous-ensemble UCX, donc le Unix Communication Services. Donc, il faut d'abord faire UCX espace ping et ensuite une adresse IP. Et on va faire en fait quelque chose d'amusant. On va mettre 4 fois 8, donc 8.8.8.8. C'est l'IP address pour un serveur DNS chez Google. C'est le Google DNS Primary Server.
Donc j'appuie sur Enter et j'attends un petit peu. Il me retourne que UCXI loopback 8.8.8.8 is alive. Et donc ça veut dire que j'ai une réponse à mon ping. Donc j'ai pu pinger un serveur DNS chez Google. Et ça c'est fabuleux parce que ça démontre qu'on est bel et bien connecté à l'Internet à travers le réseau d'Aconit. Et si je fais UCX ping www.google.com, j'ai appuyé sur Enter et j'ai eu en fait en réponse que google.com is alive. Donc il répond au ping. Alors, pourquoi conserver ces dinosaures numériques? Parce qu'ils racontent une histoire qu'on oublie trop vite. Celle de l'ingéniosité humaine, des paris audacieux, parfois des échecs, mais qui, tous ensemble, ont façonné le monde connecté dans lequel on vit aujourd'hui. Comprendre un PDP-11 ou un nanoréseau, c'est aussi comprendre pourquoi nos smartphones ou nos clouds fonctionnent comme ils fonctionnent. Autrement dit, l'ancien éclaire le futur. Voilà pour cette petite balade dans le temps. Si ces machines vous intriguent, ne restez pas derrière l'écran, venez les découvrir en vrai. L'Aconit ouvre régulièrement ses portes au public, notamment lors des journées européennes du patrimoine. Vous pouvez aussi réserver une visite guidée pour plonger encore plus loin dans cette histoire. Et pour ne rien manquer de nos prochains contenus, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube d'Aconit. Entre curiosité geek et mémoire collective, c'est une chance unique de toucher du doigt l'histoire du numérique. Et qui sait, dans 40 ans, c'est peut-être votre premier ordinateur portable ou même votre smartphone actuel qui sera exposé ici, comme témoin d'une autre époque.